Bonjour, je range mon bureau, 16e épisode et presque un mois et demi s'est écoulé. Le printemps est toujours très compliqué et très chargé. Donc une grosse pile qui me cache, je pense, en partie vu le cadrage. Je peux la montrer en entier. La voilà, tout ça, ça s'est accumulé, il faut que je range ça. Et comme avec le nouveau Lumix, enfin mon appareil photo le plus récent, maintenant les vidéos sont coupées au bout de 15-18 minutes, je vais être obligé de faire plusieurs vidéos, peut-être dans la semaine. Aujourd'hui c'est le 3 juillet, j'en ferai peut-être une autre demain ou jeudi, on verra. Enfin, il y a une partie des livres sur la pile qui sont des livres que j'avais déjà lus, dont j'avais déjà parlé même parfois, et c'est juste un rappel, c'est parce que c'est des livres que j'ai prêtés à ma mère notamment, ou des livres que je ne connais pas, que je n'ai pas lus, que je lirai peut-être plus tard, mais qui ont été lus par mon épouse. Alors, c'est l'occasion du coup de lui refaire encore de la pub. Vous avez peut-être vu ça d'ailleurs sur le dos, lors du premier plan au début du film, Zoar Ravaloson, Géotropique, c'est vraiment un très beau roman. Et donc là c'est ma mère qui l'a lu, qui vient de me le rendre. Donc vraiment, je recommande très vivement. C'est pas la première fois. Vous avez dû voir ça aussi sur la tranche. Ça, ce sont des livres que j'ai prêtés à une amie et collègue, co-traductrice, Fanny, qui me les a rendus aussi. C'est la fin de l'année, hein, c'est le moment des bilans. Le tome 1 des partages d'André Markovitch, le tome 1 de ses chroniques sur Facebook. C'est chez Inculte, et c'est vraiment un livre indispensable. Les deux premiers tomes ont été publiés. Le troisième tome, qui est très volumineux, apparemment, est suspendu sine-die, voire peut-être ne sera jamais publié, et c'est bien regrettable, parce que même quand on a suivi ça sur Facebook, et même si ça reste archivé sur Facebook, la lecture sous forme de volume n'est pas du tout, ne crée pas du tout le même rapport. Donc voilà, donc il y a deux tomes, il y a déjà de quoi se nourrir spirituellement. Autre livre que j'avais prêté à Fanny, l'Aude à la ligne 29 des autobus parisiens de Roubaud aux éditions, ça je ne sais plus du tout, aux éditions Attila. Et alors c'est une longue ode en alexandrin, extrêmement créative, extrêmement expérimentale, dans laquelle tout un jeu de couleurs permet de mettre en place les digressions, les parenthèses, et c'est vraiment à la fois très drôle, très beau, un travail autour de l'autobiographie. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve, un des plus beaux livres, un des livres les plus forts de Roubaud, un des recueils, un des poèmes les plus forts de Roubaud. Pour ma part, j'ai suivi la cohorte vaillante de ceux qui, recueillant de ta main défaillante le bel alexandrin, l'ont pris pour leur drapeau. Robert Desnos, Louis Aragon, Raymond Queneau, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Héridia Peggy, parmi eux, je vénère particulièrement le troisième nommé, de sa cosmogonie je ne me lasse jamais. Dégagé de la place aux grands arbres, la rue du pas de la Muleux nous avale, et la vue du bar à huîtres sur ma gauche vient à point. Nommé me rappeler, quand nous tournons le coin du boulevard Beaumarchais, une ancienne marche. Voici, nous nous étions abrités sous une arche, car la pluie redoublait. Et donc mélange de souvenirs, de visions en direct de ce qu'il voit depuis le bus, et puis de remarques sur la poésie, avec notamment un très grand nombre d'innovations orthographiques, d'innovations notationnelles. Il marque les diérèses, il marque les synérèses, il triche très souvent et délibérément et de manière très ludique avec les codes de la métrique française, et c'est vraiment à la fois drôle, émouvant, beau. Voilà, donc c'était parfois en prêter des livres, c'est l'occasion de les rouvrir, et puis c'est l'occasion de les ranger, de les réintégrer à ces listes de lecture. Qu'est-ce que j'ai d'autre dont je peux me débarrasser assez vite? Ça, oui, et ça aussi, tiens. Puis les plus costauds, on les gardera pour une deuxième vidéo. Ian Rankin, Le Diable rebat les cartes, ça c'est mon épouse qui est fanat de cet auteur de romans policiers, qui m'a dit que celui-là était un peu lourd, un peu pesant. C'est traduit par Freddy Michalski, publié au Masque, et le titre original c'est Rather Be the Devil. Et c'est donc c'est Ian Rankin. Je suppose qu'il y a plein de gens qui connaissent Ian Rankin mieux que moi. Ce qui est pas dur, j'en ai encore jamais lu. Et puis un autre livre qui a été lu par mon épouse, mais c'est moi qui le lui avais offert, entre autres, c'est un des ouvrages des éditions Marguerite Wacnin, Apollo et Brouscard, suivi de la dernière lettre du matelot, de Georges Écoud. Et en fait, c'est deux nouvelles, et j'ai lu la première sur le conseil de mon épouse, qui m'a dit que la deuxième était moins bien, et c'est un texte vraiment assez étonnant, dans une écriture
qui est très décadentiste, c'est vraiment autour de 1900, il faudrait vérifier, 1895, voilà, et c'est dans une langue à la fois très décadentiste, très recherchée, mais en même temps sur un sujet et une thématique extrêmement brutale, hein, d'amour entre deux hommes, et c'est très marquant comme texte. Tiens, est-ce que j'ai pas préparé du tout cette vidéo, mais est-ce que je peux trouver un passage. Combien leur serait attendrie et lancinante aussi la mémoire des longues corvées dans cette bruyère morne qu'il leur fallait défricher, amender, civiliser en quelque sorte, et qui, farouche, irréductible, aussi réfractoire, aussi stérile qu'eux-mêmes lasseraient longtemps encore l'opiniâtreté des défricheurs. Grands enfants, superstitieux comme tous les impulsifs, en prévision de leur retour à la vie libre, dans l'espoir de conjurer la dissolvante influence que le monde extérieur exercerait sur leur cousinage, ils s'avisèrent de sceller ce lien par un pacte solennel et recoururent à une pratique commune aux soldats, aux matelots et aux sauvages. Chacun se fit tatouer par son ami au-dessous du sein gauche, 2 mains enlacées, accompagnées d'une incendiaire devise, et ils avaient aspiré pieusement à la chair l'un de l'autre le sang qui sourdait de cet emblème sacramentel. Donc on voit un petit peu cette langue qui doit pouvoir exaspérer, je n'en doute pas. C'est aussi pour quand même, donc Apollo et Brouscard de George Hickoud, c'est aussi pour signaler et faire un petit peu de pub en quelque sorte aussi aux éditions Marguerite Wachnine. Ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois que je dis que je vais consacrer une vidéo spécifiquement à la traduction des sonnets de Leontia Flein par Fanny Quément, dont je parlais tout à l'heure, et je ne l'ai pas encore fait, mais c'est parce que je ne veux pas justement bâcler ça, et du coup c'est toujours le problème, quand on ne veut pas bâcler, eh bien on reporte, on est toujours avalé par autre chose. À voir. Je pense que c'est tout pour les livres que j'ai pas lus moi vraiment, donc on peut passer peut-être eh bien effectivement au reste de la pile. Le numéro 3 de la revue Apulée, gros volume, c'est une revue annuelle, ici 400 pages, souvent sur 2 colonnes, et la revue Apulée, dont le thème est la guerre et la paix, mélange des cahiers de photographie, des textes de fiction, des poèmes, des essais, par exemple, tiens juste pour prendre un exemple, pour montrer comment ça se juxtapose, dans la partie, parce qu'en plus c'est divisé en un certain nombre de parties, je sais plus où j'en suis, bon peu importe, je ne vais pas retrouver la structure de ce que je voulais dire, mais enfin il y a des entretiens aussi, par exemple il y a ce très bel entretien avec Jean-Luc Nancy sur les guerres lasses, et pourtant je ne suis pas un grand fanat de Jean-Luc Nancy, enfin c'est pour dire, voilà, il y a de la fiction, il y a des poèmes, il y a des essais, il y a des entretiens, il y a de la sociologie, il y a de la fiction, enfin voilà, c'est la revue Apulée, revue de littérature et de réflexion, c'est le sous-titre. Et c'est pour dire voilà un petit peu à quoi ça ressemble. À la page 145, vous avez un texte de Marie-Bénédicte Loz et Lionel Trouillot, ces guerres qui obligent à fuir, qui est une sorte de texte comme ça, magma, un peu une seule longue phrase sans ponctuation, suivi de 3 poèmes récents d'Abdourahmane Ouaberi, suivi d'un extrait d'un livre à paraître de Jean-Luc Raharimanan, Parfois le vide, voilà, suivi d'un dossier sur Albert Camus, terrorisme et vérité. Donc voilà, un texte d'Albert Camus lui-même tiré de L'Homme révolté, bon ça c'est pas un grand scoop, mais voilà, donc il y a plein de choses comme ça, et c'est très riche, et bon, je sais pas, en termes de volume, ça représente, je sais pas moi, 3 ou 4 livres en fait, hein. Donc c'est très beau, c'est publié aux éditions Zulma, c'est la revue Apulée, c'est le numéro 3, j'ai pas les 2 précédents, mais c'est très riche, et puisqu'on en est à ça, il y a des poèmes de Mérédie de Dèze aussi, tiens, de poète dont je connais l'œuvre par le biais d'une collègue de mon épouse, enfin voilà, plein de choses comme ça. Je ne peux pas en faire le tour aussi rapidement, si ce n'est bien sûr juste en faire la pub, en parler avant de le ranger sur mes étagères, et on va lire un poème d'Abdourahmane Ouaberi. 3 images. On se traîne dans la savane brûlante, il y a du bois sec partout. Tu jettes un mégot sous tes pieds, tu peux toujours appeler les pompiers. Petite poupée de porcelaine à bottines, sans poitrine,
sous sa robe hippie, mariant la cire de 2 bougies dans un halètement juste et beau. Quand les baleines s'échouent sur la plage, les riverains accourent, seaux plastiques à la main, pour les asperger d'eau de mer. Ça ne sert souvent pas à grand-chose. Les cétacés meurent entourés d'inconnus. Et puisque j'ai lu cet extrait de la revue appelée, ce poème d'Abdourahmane Ouaberi, le poète d'origine djiboutienne, bien connu, j'espère, romancier aussi, et qu'il est question de baleines échouées, eh bien, je vais parler d'un autre petit livre que j'ai acheté lors d'un déplacement à Lyon, un peu par hasard, aux éditions du Sonneur, les excellentes éditions du Sonneur, Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, qui est une sorte de texte un petit peu comme ça, érudit, rêverie, un peu fictionnalisé, méditation, un essai un peu à l'ancienne, on va dire, sur la question du saut, l'énigme scientifique du saut des baleines. Tant d'heures d'une vie passée dans des activités absurdes, sans nécessité ni suite, et qui se résument ainsi, dépenses d'énergie. Ascension, chute, répétition de l'ascension et de la chute. Le bon, instant d'évasion, faux fuyant, dérobade face au dégoût, aux flots glacés et aux sociétés de toutes les espèces, dans quoi l'on retombe hélas déjà avec fracas, écume et amertume. Si bien des cétologues y voient un jeu, à tort, c'est aussi que le bon a partie liée avec l'oubli. On s'oublie, on veut oublier le monde, on en oublie la vanité, on oublie le danger qu'il y a à l'oublier et plus dur est la chute. Pour ces cétologues-là, est jeu tout comportement volontaire, spontané, agréable, sans fonction évidente, et qui se produit dans un contexte favorable quand l'animal n'a ni faim ni peur. Définition farcie de préjugés. Le cétacé a-t-il une volonté? Peut-il ne pas être spontané? Peut-il se nuire de son seul chef? Fait-il jamais quoi que ce soit qui ait une fonction profonde? Oublie-t-il jamais la faim et la peur? Il passe son temps à manger ou à digérer, à fuir ou à traquer, à errer dans l'existence sans y trouver aucune trappe ni aucun au-delà, à s'écouter soi-même et ses misérables instincts hors du temps, sans avoir rien demandé de tout cela. Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, aux éditions du Sonneur. Et je vais terminer cette vidéo, cette 16e vidéo, histoire qu'elle ne soit pas trop longue, en faisant juste un petit teasing pour la suivante, la 17e, que j'enregistrerai demain ou jeudi, je ne sais pas. Pour ça, c'est quoi? C'est le numéro 1 des lettres de Lémurie, une nouvelle revue d'un format particulier, comme vous le voyez, je ne sais pas combien ça mesure, mais je ne sais pas du tout d'ailleurs où je vais la ranger sous mes étagères, parce que c'est pas prévu, on n'a pas ça vraiment, là éventuellement à côté du guerrier, je ne sais pas. Les lettres de Lémurie, comme leur nom l'indique en partie, c'est autour de l'océan Indien et de Madagascar, c'est vraiment... tous les auteurs ont travaillé, soit sont des auteurs eux-mêmes originaires bien entendu de cette zone-là, soit ils ont écrit sur cette zone-là, et donc il y a tout un tas de textes vraiment passionnants, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, ça fait une sorte de retour ou de boucle bouclée, puisque un des co-éditeurs des lettres de Lémurie, c'est Zouara Valosson, dont je parlais au début, avec Géotropique. Voilà, c'était le 16, et le 17 va pas tarder à suivre.